Dès les premières heures de la journée, une tension lourde s'installe dans l'air, presque imperceptible mais suffisamment dense pour peser sur chaque geste, chaque regard, comme si quelque chose d'inévitable était sur le point d'éclater. Chez Baker, le silence matinal n'a rien d'apaisant. Il ressemble plutôt à une pause fragile avant la tempête, un instant suspendu où chacun sent confusément que l'équilibre déjà précaire va se briser davantage. Clement Baker, assis face à la table encore encombrée de tasses à moitié vides, fixe un point invisible devant lui, comme s'il cherchait à rassembler des pensées qui refusent de s'ordonner. La fatigue marque ses traits, mais ce n'est pas seulement l'épuisement d'une nuit agitée qui le ronge, c'est quelque chose de plus profond, une inquiétude ancienne réveillée brutalement par un élément extérieur qu'il ne peut contrôler. Lorsqu'il finit par relever les yeux vers Janet, sa voix est calme, presque trop maîtrisée, mais derrière cette apparente maîtrise se cache une fissure évidente. Il lui annonce alors qu'un article va sortir dans la presse, un article qui ne se contente pas de suggérer mais qui accuse frontalement, affirmant qu'il aurait suborné un témoin. Les mots restent suspendus entre eux, lourds de conséquences, comme s'ils venaient d'ouvrir une brèche dans laquelle tout pourrait s'effondrer. Janet ne répond pas immédiatement. Elle observe son mari avec une attention particulière, cherchant à distinguer ce qui relève de la peur et ce qui relève de la vérité. Dans ce silence chargé, Baker ne se défend pas avec véhémence, il ne cherche pas à convaincre, ce qui rend la situation encore plus troublante. Il semble surtout préoccupé par ce que cet article va provoquer, non seulement dans sa carrière, mais dans sa vie personnelle, comme si une vieille histoire qu'il croyait enfouie était en train de refaire surface avec une violence inattendue. Janet, avec une lucidité qui lui est propre, tente de rationaliser ce qu'elle entend. Elle évoque Claudine, évoque ses méthodes, son ambition, et suggère que certaines décisions ont pu être prises dans un objectif précis, celui de gagner, quel qu'en soit le prix. Elle ne condamne pas, elle n'excuse pas non plus, mais elle met en lumière une vérité dérangeante. Dans certains milieux, la frontière entre stratégie et manipulation est parfois plus floue qu'on ne veut bien l'admettre. Cette simple hypothèse agit comme un déclencheur. Baker, qui jusque-là semblait enfermé dans une inquiétude diffuse, laisse apparaître un doute plus personnel, plus intime. Il se demande si Claudine, au-delà de toute stratégie professionnelle, aurait pu agir par sentiment, par attachement, peut-être même par amour pour Atlan. Cette idée, qu'il n'avait sans doute jamais formulée aussi clairement, s'impose maintenant à lui avec une force troublante. Pendant ce temps, Sabine, plongée dans la lecture de l'article qui vient d'être publié, ressent immédiatement un malaise grandissant. Les lignes défilent sous ses yeux, mais ce n'est pas seulement le contenu qui la perturbe, c'est l'image qui accompagne le texte. Lorsqu'elle reconnaît Raphaël Atlan sur la photo, quelque chose se brise dans sa mémoire, comme un verrou qui saute sans prévenir. Ce souvenir ne revient pas d'un bloc, il s'infiltre lentement, par fragments, par sensations, par impressions diffuses qui prennent peu à peu forme. Elle se revoit adolescente, à une époque où tout semblait encore simple, avant que les zones d'ombre ne viennent troubler sa perception du monde. Ce visage, celui d'Atlan, elle l'a déjà vu, elle en est certaine maintenant, et cette certitude la déstabilise profondément. Elle ne garde pas ce souvenir pour elle. Lorsqu'elle en parle à Baker, sa voix trahit à la fois la surprise et une forme d'inquiétude qu'elle ne cherche pas à dissimuler. Elle lui explique qu'elle a rencontré cet homme quand elle était plus jeune, dans un contexte qui, à l'époque, ne lui avait pas semblé particulièrement étrange, mais qui aujourd'hui, à la lumière de ce qu'elle découvre, prend une toute autre signification. Cette révélation agit immédiatement sur Baker comme une onde de choc silencieuse. Il écoute attentivement, sans interrompre, mais son regard change imperceptiblement, comme s'il était en train de réévaluer une série d'événements passés qu'il croyait anodins. Ce que Sabine décrit n'est pas seulement un souvenir, c'est peut-être une pièce manquante d'un puzzle qu'il n'avait jamais réussi à assembler. Dans le même temps, ailleurs, Cécile se plonge dans un dossier qui semble concentrer à lui seul une partie des tensions actuelles. Elle examine les éléments avec une rigueur méthodique, cherchant à distinguer les faits des suppositions, les preuves des manipulations possibles. Le nom d'Atlan revient régulièrement dans ses notes, associé à des affaires complexes, à des situations ambiguës, à des relations qui ne sont jamais totalement claires. Lorsqu'elle évoque la confrontation prévue entre Jérémy et le témoin, elle ne laisse transparaître aucune hésitation. Cette décision, elle l'a prise en toute connaissance de cause, consciente qu'elle pourrait provoquer des réactions en chaîne. Ce face-à-face n'est pas seulement une étape procédurale, c'est un moment clé qui pourrait faire basculer l'affaire dans un sens ou dans un autre. À la prison, Jérémy, de son côté, lutte contre une forme d'épuisement qui dépasse le simple inconfort physique. L'enfermement agit sur lui comme un poids constant, une pression invisible qui finit par altérer sa perception du temps et de lui-même. Lorsqu'il reçoit la visite de Claudine, il tente de garder une certaine contenance, mais il est évident qu'il est à bout.
Claudine, fidèle à elle-même, ne laisse rien paraître de ses propres doutes. Elle adopte une posture rassurante, presque directive, lui expliquant qu'il doit se préparer à affronter le témoin, que c'est une étape nécessaire, que tout doit être fait pour qu'il puisse sortir. Ses mots sont mesurés, précis, mais derrière cette apparente assurance se cache une tension qu'elle ne peut totalement dissimuler. Dans ce contexte déjà chargé, les interrogations autour d'Atlan prennent une dimension encore plus inquiétante. Margot, qui bénéficie de son aide, commence elle aussi à se poser des questions. Elle ne comprend pas pourquoi cet homme s'investit autant pour elle, pourquoi il lui ouvre des portes, pourquoi il lui offre des opportunités qui semblent presque trop belles pour être totalement désintéressées. Lorsqu'elle finit par lui poser la question, Atlan ne se dérobe pas. Il répond avec une simplicité calculée, évoquant son propre passé, les chances qu'on lui a données et son désir de rendre l'appareil. Ses mots sont convaincants, presque sincères, mais quelque chose dans son regard laisse penser que la réalité est plus complexe, que ses motivations ne se résument pas à une simple générosité. Pendant ce temps, Sabine, toujours plongée dans ses souvenirs, continue de reconstruire mentalement cette scène du passé. Elle se souvient qu'un jour, alors que Claudine était en retard, c'est Atlan qui est venu la chercher au lycée. À l'époque, elle n'avait pas trouvé cela étrange, elle avait accepté cette situation sans se poser de questions, mais aujourd'hui, chaque détail lui paraît chargé de sens. Elle revoit le trajet, les échanges, l'attitude d'Atlan, et plus elle y pense, plus un malaise s'installe. Pourquoi cet homme s'était-il impliqué de cette manière? Pourquoi avait-il pris cette initiative? Était-ce simplement un service rendu à Claudine ou y avait-il une intention plus profonde derrière ce geste? Lorsque Sabine partage ce souvenir avec Baker, l'effet est immédiat. Ce n'est plus seulement une hypothèse ou un doute diffus, c'est un élément concret qui vient nourrir ses interrogations. Il commence à se demander si tout ce qu'il pensait savoir sur Claudine et sur son passé est réellement exact, ou si une partie de la vérité lui a toujours échappé. Dans cette accumulation de révélations, de souvenirs et de soupçons, une certitude commence à émerger lentement, presque malgré eux. L'ombre d'Atlan ne se limite pas au présent, elle s'étend sur le passé, elle relie des événements qui semblaient indépendants, et elle pourrait bien être la clé de toute cette affaire. À cet instant précis, rien n'est encore clairement établi, mais une chose est sûre, ce qui était enfoui commence à remonter à la surface, et une fois que ce processus est enclenché, il devient presque impossible de l'arrêter. Dans le prolongement de ces révélations troublantes, la tension ne retombe pas, bien au contraire, elle s'intensifie à mesure que chaque personnage commence à mesurer les conséquences réelles de ce qui est en train de se mettre en place. Chez Baker, l'atmosphère devient presque irrespirable, comme si les murs eux-mêmes retenaient les échos d'un passé qui refuse désormais de rester enfoui. Clément Baker, malgré ses efforts pour garder le contrôle, ne parvient plus à ignorer l'enchaînement des faits qui semblent tous converger vers un point précis. L'article de presse n'est plus un simple incident isolé, il agit comme un déclencheur, révélant une série de connexions qu'il n'avait jamais pleinement envisagées. Plus il repense aux paroles de Sabine, plus il se rend compte que ce souvenir n'est pas anodin, qu'il contient peut-être une vérité qu'il a inconsciemment refusé de voir. Face à lui, Sabine reste déterminée à comprendre, mais elle se débat avec un sentiment contradictoire qui la fragilise. D'un côté, elle veut croire en l'intégrité de son père, en la solidité de ce qu'il représente, mais de l'autre, les éléments qui s'accumulent créent une fissure dans cette certitude. Elle ne pose pas de questions agressives, elle ne cherche pas à accuser, mais son regard trahit une attente silencieuse, comme si elle espérait une réponse qui pourrait apaiser ses doutes. Baker finit par lui parler plus ouvertement de Claudine, revenant sur cette relation complexe qui a marqué une partie de sa vie. Il admet avoir eu des doutes à une époque, des impressions diffuses qu'il n'avait jamais pu confirmer, des intuitions qu'il avait préféré ignorer faute de preuves concrètes. Ces confidences, loin de rassurer Sabine, renforcent au contraire le sentiment que quelque chose leur échappe encore. Pendant ce temps, Claudine, de son côté, tente de maintenir une forme de contrôle sur une situation qui lui glisse progressivement entre les doigts. Lorsqu'elle sort du parloir après avoir vu Jérémy, son visage reste impassible, mais à l'intérieur, une tension sourde ne cesse de croître. Elle sait que la confrontation à venir représente un moment crucial, un point de bascule qui pourrait faire éclater certaines vérités qu'elle aurait préféré garder sous silence. Dans ses pensées, le nom d'Atlan revient avec insistance. Ce n'est pas seulement un souvenir du passé, c'est une présence persistante, presque oppressante, qui semble se rapprocher à mesure que les événements s'enchaînent. Elle se remémore leurs échanges, leurs accords tacites, les décisions prises dans des contextes où la morale passait au second plan. Rien n'est clairement formulé, mais tout est chargé d'une ambiguïté qui devient de plus en plus difficile à nier. Au même moment, dans un cadre totalement différent,
mais pourtant liés par des fils invisibles, la vie continue pour d'autres, avec ses préoccupations plus légères en apparence. Noura, animée par un enthousiasme sincère, cherche à faire plaisir à Pablo, à créer un lien à travers une activité qui pourrait les rapprocher. Elle choisit avec soin un cadeau en rapport avec l'escalade, espérant que ce geste simple puisse ouvrir un espace de complicité. Cependant, derrière cette apparente légèreté, une autre réalité se dessine. Pablo, bien qu'il tente de rester détendu, laisse transparaître une inquiétude qu'il ne parvient pas totalement à masquer. Il confie à Salomé qu'il a peur, sans forcément être capable d'expliquer précisément ce qui le trouble. Ce n'est pas une peur immédiate, concrète, mais plutôt une angoisse diffuse, liée à un secret qu'il porte en lui et qui menace de refaire surface à tout moment. Salomé, en l'écoutant, adopte une posture rassurante, presque protectrice. Elle lui affirme qu'elle ne dira rien, qu'elle n'est pas là pour détruire quoi que ce soit, et surtout pas leur relation. Ses paroles sont sincères, mais elles révèlent aussi la complexité de la situation. Elle se retrouve au cœur d'un équilibre fragile, tiraillé entre la loyauté, l'amitié et la vérité. Alexis, de son côté, tente lui aussi de calmer les tensions, d'apporter une forme de stabilité dans un contexte où tout semble vaciller. Il comprend que le silence de Salomé est essentiel, que la révélation de ce secret pourrait avoir des conséquences imprévisibles. Il ne cherche pas à forcer les choses, mais il veille, en arrière-plan, à ce que l'équilibre ne se rompe pas. Dans un autre registre, mais tout aussi chargé d'ambiguïté, la relation entre Margot et Atlan continue d'évoluer. Margot, malgré les doutes qui commencent à émerger, reste sensible à l'attention qu'il lui porte. Elle voit en lui un homme qui lui ouvre des portes, qui lui offre des opportunités, qui croit en elle d'une manière que peu de gens ont su faire auparavant. Lorsqu'elle l'interroge sur ses motivations, sa réponse reste cohérente avec l'image qu'il veut donner de lui-même. Il parle de transmission, de reconnaissance, de ce besoin de rendre ce qu'il a reçu. Mais derrière cette explication, quelque chose persiste, une impression difficile à définir, comme si ses intentions réelles étaient dissimulées sous une couche de discours parfaitement maîtrisé. Margot ressent cette dissonance sans pouvoir la formuler clairement. Elle oscille entre la gratitude et la méfiance, entre l'envie de croire et la peur de se tromper. Cette ambivalence la rend vulnérable, d'autant plus que les événements autour d'elle commencent à révéler une réalité bien plus sombre que ce qu'elle imaginait. Dans ce contexte de tensions croisées, Cécile poursuit son travail avec une rigueur implacable. Elle ne se laisse pas distraire par les rumeurs ou les émotions, elle se concentre sur les faits, sur les éléments concrets qui peuvent faire avancer l'enquête. La confrontation entre Jérémy et le témoin reste au centre de ses préoccupations, et elle sait que chaque détail peut faire basculer l'affaire. Elle analyse les déclarations, recoupe les informations, cherche les incohérences. Rien ne lui échappe, et pourtant, elle sent que quelque chose lui manque, une pièce essentielle qui pourrait donner un sens à l'ensemble. Cette sensation d'incomplétude la pousse à aller plus loin, à poser des questions plus précises, à explorer des pistes qui, jusque-là, n'avaient pas été pleinement exploitées. Pendant ce temps, Sabine continue de reconstruire le fil de ses souvenirs avec une précision croissante. Ce qui n'était au départ qu'une impression vague devient peu à peu une scène détaillée, presque palpable. Elle se revoit au lycée, se souvient de l'attente, de l'arrivée d'Atlan, de la manière dont il s'est présenté, de la confiance immédiate qu'elle lui avait accordée sans se poser de questions. Elle se rappelle également le moment où ils sont allés au restaurant, une situation qui lui semblait normale à l'époque, mais qui aujourd'hui lui apparaît étrange, presque déplacée. Elle revoit Claudine arriver plus tard, visiblement stressée, pressée, comme si elle cherchait à écourter ce moment plutôt qu'à le partager. Ce détail, en apparence insignifiant, prend maintenant une dimension nouvelle. Lorsqu'elle partage ces éléments avec Baker, l'impact est immédiat. Il ne s'agit plus simplement d'un doute ou d'une hypothèse, mais d'un enchaînement de faits qui soulèvent des questions précises. Pourquoi Claudine avait-elle laissé Atlan s'occuper de Sabine? Pourquoi cette rencontre avait-elle eu lieu dans ces conditions? Et surtout, pourquoi ce souvenir n'avait-il jamais été évoqué auparavant? Baker se retrouve face à une réalité qu'il ne peut plus ignorer. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler, mais l'image qui se dessine est encore floue, incomplète et profondément dérangeante. Il comprend que pour avancer, il devra accepter de remettre en question certaines certitudes, d'affronter des vérités qu'il a peut-être toujours pressenties sans vouloir les admettre. À cet instant, tout semble suspendu à une série de révélations à venir, comme si chaque personnage avançait sur une ligne fragile, sans savoir exactement où elle mène. Mais une chose devient de plus en plus évidente, le passé de Claudine et d'Atlan ne pourra plus rester dans l'ombre, et lorsque la lumière sera faite, elle risque d'éclairer bien plus que ce que chacun est prêt à affronter. À mesure que les fragments du passé se rassemblent, une tension plus dense encore s'installe,
comme si chaque révélation ajoutait une couche supplémentaire à une vérité déjà difficile à accepter. Rien n'éclate brusquement, mais tout semble glisser lentement vers un point de rupture inévitable, et chacun, à sa manière, ressent ce basculement sans pouvoir encore en mesurer pleinement l'ampleur. Chez Baker, le trouble s'est transformé en une réflexion plus profonde, presque obsédante. Il ne se contente plus d'écouter ou de réagir, il cherche à comprendre, à reconstruire une chronologie, à donner un sens à des événements qui, jusque-là, lui semblaient dispersés. Le souvenir évoqué par Sabine continue de tourner dans son esprit, comme une scène qu'il repasse sans cesse, en tentant d'en modifier les angles, d'en révéler les zones d'ombre. Ce qui le perturbe le plus n'est pas seulement la présence d'Atlan dans ce souvenir, mais la place qu'il y occupe. Il ne s'agit pas d'une apparition anodine, d'un simple hasard, mais d'une intervention précise, presque calculée. Cette idée s'impose progressivement à lui, et avec elle, une question plus dérangeante encore. Claudine avait-elle pleinement conscience de ce qu'elle faisait à l'époque, ou bien s'était-elle laissée entraîner dans quelque chose qui la dépassait déjà? Face à ces interrogations, Sabine, de son côté, ne cherche plus seulement à se souvenir, elle tente de ressentir à nouveau. Elle se replonge dans ses émotions d'adolescente, dans cette confiance instinctive qu'elle avait accordée à Atlan sans la moindre méfiance. Elle se rend compte que cette confiance n'était pas née de rien, qu'elle avait été construite, peut-être même encouragée, et cette prise de conscience crée en elle un malaise profond. Elle ne formule pas immédiatement ce malaise, mais il s'installe, discret mais persistant, dans sa manière de parler, dans ses silences, dans ses regards. Lorsqu'elle évoque à nouveau ce moment avec Baker, ce n'est plus seulement pour rapporter un souvenir, c'est pour tenter de comprendre ce qu'elle n'avait pas compris à l'époque. Elle se demande si elle a été, sans le savoir, au centre d'une situation qui la dépassait totalement. Dans le même temps, Claudine, isolée dans ses propres pensées, commence elle aussi à ressentir le poids des événements. Ce qu'elle avait réussi à contenir jusque-là, à garder sous contrôle, commence à lui échapper. Elle sait que certaines questions vont être posées, que certaines vérités pourraient émerger, et elle se prépare mentalement à cette éventualité, sans être certaine de pouvoir en maîtriser les conséquences. Son entretien avec Cécile reste dans son esprit comme un moment clé. Les questions posées étaient précises, ciblées, presque dérangeantes dans leur simplicité. Pourquoi Atlan ne l'avait-il jamais recontacté après son départ à Paris? Pourquoi cette relation s'était-elle interrompue de manière aussi nette? Elle avait répondu, bien sûr, avec assurance, en avançant des explications logiques, cohérentes, mais elle sait que ces réponses ne suffiront peut-être pas. Car au fond d'elle-même, une autre vérité existe, plus complexe, plus difficile à formuler. Ce n'est pas seulement une question de distance ou de circonstance, c'est une question de choix, de décision prise dans un contexte particulier, où les enjeux dépassaient largement les apparences. Et cette vérité, elle n'est pas certaine d'être prête à l'affronter, encore moins à la partager. Pendant ce temps, dans la prison, Jérémy tente de garder pied dans une réalité qui lui échappe de plus en plus. L'annonce de la confrontation à venir agit sur lui comme une pression supplémentaire, un rappel brutal que son sort dépend désormais d'un face-à-face qu'il ne peut ni éviter ni contrôler. Il essaie de se préparer, de se convaincre qu'il saura tenir, qu'il saura faire face, mais une part de lui reste envahie par une peur sourde. Ce n'est pas seulement la peur du témoin, c'est la peur de ce que cette confrontation pourrait révéler. Il se demande ce que l'autre sait réellement, ce qu'il pourrait dire, comment il pourrait influencer la perception de tous. Dans cet environnement fermé, où chaque pensée prend une ampleur démesurée, ces questions deviennent obsédantes, presque paralysantes. Claudine, consciente de cet état, tente de le maintenir dans une dynamique de résistance. Elle lui parle de stratégie, de préparation, de maîtrise de soi. Elle insiste sur l'importance de rester concentrée, de ne pas se laisser déstabiliser. Mais malgré ses efforts, elle sent que quelque chose lui échappe, que Jérémy n'est plus totalement dans cette logique de contrôle, qu'il est en train de glisser vers une forme de doute qui pourrait lui être fatale. À l'extérieur, la vie continue, mais elle est traversée par des tensions plus discrètes, moins visibles, mais tout aussi réelles. Salomé, après sa séance d'escalade avec Clara, ressent un apaisement temporaire, comme si l'effort physique lui avait permis de relâcher une partie de la pression accumulée. Elle parle de cette sensation avec sincérité, reconnaissant que ce moment lui a fait du bien, qu'il lui a permis de respirer. Mais cet apaisement reste fragile. Derrière lui, le secret qu'elle porte continue d'exister, intact, prêt à refaire surface à tout moment. Elle sait qu'elle marche sur une ligne étroite, qu'elle doit faire attention à chaque mot, à chaque geste, pour éviter de provoquer une réaction en chaîne. Et cette vigilance constante finit par peser sur elle, même dans les moments les plus simples. Pablo, de son côté, oscille entre la gratitude et l'inquiétude. Le cadeau de Noura,
ses chaussons d'escalade choisis avec soin, le touche sincèrement. Il y voit une preuve d'attention, un désir de partager quelque chose avec lui, de créer un lien. Mais en même temps, cela renforce son malaise, car il sait qu'il n'est pas totalement honnête, qu'une partie de lui reste cachée. Cette dualité le fragilise. Il veut profiter de ce moment, de cette relation, de cette légèreté, mais il ne peut s'empêcher de penser aux conséquences possibles de son secret. Il se demande combien de temps il pourra continuer ainsi, combien de temps il pourra maintenir cet équilibre sans que tout ne s'effondre. Dans cet entrelacement de situations, Margot continue d'avancer dans une zone grise, attirée et méfiante à la fois face à Atlan. Leur relation évolue de manière subtile, sans éclat, mais avec une intensité sous-jacente. Elle se sent valorisée, reconnue, mais elle ne peut ignorer les signaux contradictoires qui émergent peu à peu. Chaque geste d'Atlan, chaque parole, semble avoir un double sens. Il ne fait rien de clairement suspect, mais rien n'est totalement transparent non plus. Cette ambiguïté crée un trouble chez Margot, une sensation qu'elle ne parvient pas à nommer, mais qu'elle ressent de plus en plus fortement. Dans ce contexte, l'ensemble des événements convergent lentement vers une même direction. Les souvenirs de Sabine, les doutes de Becker, les silences de Claudine, les stratégies de Cécile, les peurs de Jérémy, les secrets de Pablo, les hésitations de Margot, tout semble lié par un fil invisible qui se resserre progressivement. Et dans ce resserrement, une vérité commence à émerger, encore floue, encore incomplète, mais suffisamment présente pour modifier les perceptions. Ce qui était autrefois considéré comme des faits isolés apparaît désormais comme les éléments d'un ensemble cohérent, d'une histoire plus vaste, plus complexe, dont les conséquences restent encore à découvrir. À cet instant précis, personne ne possède toutes les réponses, mais chacun détient une part du puzzle. Et plus ces parts se rapprochent, plus le risque devient grand de voir apparaître une image que personne n'est réellement prêt à affronter. À ce stade, la tension n'est plus simplement latente, elle devient presque tangible, comme une présence invisible qui s'insinue dans chaque interaction, dans chaque silence, dans chaque regard échangé. Rien n'explose encore, mais tout donne l'impression que le moindre mot pourrait déclencher une réaction en chaîne impossible à contenir. Chez Becker, l'atmosphère a changé de nature. Ce qui n'était auparavant qu'un doute diffus s'est transformé en une inquiétude structurée, presque méthodique. Clément ne se contente plus de réfléchir, il analyse, il compare, il tente de donner un sens logique à une succession d'événements qui, pris isolément, pourraient sembler anodins, mais qui, une fois assemblés, dessinent une trajectoire inquiétante. Il revient sans cesse à cette question centrale qui s'impose désormais à lui avec une force croissante. Pourquoi Atlan ? Pourquoi cet homme apparaît-il à des moments clés, dans des situations apparemment sans lien, mais qui, mises bout à bout, révèlent une cohérence troublante ? Cette interrogation devient le point de départ de toutes ses réflexions, et plus il y pense, plus il comprend qu'il ne pourra pas avancer sans affronter cette réalité de front. Face à lui, Sabine continue de reconstruire le fil de ses souvenirs, mais cette fois avec une précision presque douloureuse. Elle ne se contente plus de se rappeler des faits, elle les observe sous un angle différent, comme si elle cherchait à y déceler des intentions qu'elle n'avait pas perçues à l'époque. Chaque détail prend une importance nouvelle, chaque geste, chaque parole semble chargée d'un sens caché. Elle se souvient avec une clarté grandissante du moment où Atlan est venu la chercher au lycée. À l'époque, elle n'avait ressenti ni peur ni méfiance, seulement une forme de curiosité mêlée de confiance. Mais aujourd'hui, en repensant à son attitude, à sa manière de parler, à la façon dont il avait pris les choses en main, elle ressent un malaise qu'elle ne peut ignorer. Ce malaise ne se limite pas à un simple doute, il devient une interrogation plus profonde sur ce qu'elle a vécu sans en comprendre les implications. Était-elle simplement une adolescente à qui l'on rendait service, ou bien une pièce involontaire d'un jeu qui la dépassait totalement ? Cette question, qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant, s'impose désormais avec une force troublante. Lorsqu'elle partage ses réflexions avec Becker, l'effet est immédiat. Ce qu'elle exprime ne relève plus du souvenir, mais d'une relecture du passé, d'une tentative de comprendre ce qui, jusque-là, était resté dans l'angle mort de leur histoire familiale. Becker écoute attentivement, mais il ne réagit pas immédiatement. Il laisse les mots s'installer, les idées se structurer, comme s'il avait besoin de temps pour intégrer ce que cela implique réellement. Dans le même temps, Claudine, de son côté, sent que le sol se dérobe lentement sous ses pieds. Elle a toujours su naviguer dans des situations complexes, gérer des tensions, anticiper des réactions, mais cette fois, quelque chose lui échappe. Ce n'est pas un adversaire visible, ce n'est pas une accusation directe, c'est une accumulation de détails, de souvenirs, de questions qui, ensemble, créent une pression difficile à contenir. Elle repense à ses échanges avec Cécile, à la précision de ses questions,
à la manière dont elle semblait chercher au-delà des réponses évidentes. Elle comprend que cette confrontation ne se limite pas à Jérémie et aux témoins, qu'elle s'inscrit dans un cadre plus large, où chaque élément peut être réinterprété à la lumière des nouvelles informations. Dans cette perspective, la figure d'Atlan devient centrale, presque incontournable. Elle ne peut plus le considérer comme un simple élément du passé, comme une relation terminée et sans conséquence. Il est désormais au cœur des interrogations, au centre d'un réseau de faits et de perceptions qui commence à converger dangereusement. Pendant ce temps, à la prison, Jérémie continue de lutter contre une pression qui devient de plus en plus difficile à supporter. L'idée de la confrontation imminente agit sur lui comme un compte à rebours invisible, chaque heure qui passe le rapprochant d'un moment qu'il redoute autant qu'il espère. Il tente de se préparer, de structurer ses pensées, de se convaincre qu'il pourra faire face, mais une part de lui reste envahie par le doute. Ce doute n'est pas seulement lié à l'issue de la confrontation, mais à ce qu'elle pourrait révéler. Il se demande si tout est vraiment sous contrôle, si les éléments qu'il connaît suffiront à le protéger, ou si, au contraire, quelque chose pourrait surgir et tout remettre en question. Cette incertitude crée en lui une tension constante, qui se manifeste dans ses gestes, dans son regard, dans son silence. Claudine, en le voyant dans cet état, comprend que la situation est plus fragile qu'elle ne le pensait. Elle tente de maintenir une ligne claire, de lui rappeler les objectifs, les stratégies, mais elle sent que ses mots n'ont plus le même impact. Jérémie écoute, mais il n'adhère plus totalement, comme si une partie de lui avait déjà commencé à envisager un scénario où tout ne se déroulerait pas comme prévu. À l'extérieur, les tensions prennent des formes plus discrètes, mais tout aussi significatives. Salomé, malgré les moments de répit qu'elle parvient à s'accorder, reste profondément marquée par le secret qu'elle porte. Elle fait des efforts pour agir normalement, pour ne pas laisser transparaître son trouble, mais cette dissimulation constante finit par peser sur elle. Elle se retrouve dans une position délicate, tiraillée entre son attachement à Pablo et la conscience que la vérité pourrait tout bouleverser. Elle sait qu'elle a fait un choix en décidant de se taire, mais elle mesure aussi le prix de ce choix, cette tension permanente, cette peur que tout puisse être découvert à tout moment. Pablo, de son côté, ressent cette tension sans forcément en comprendre tous les mécanismes. Il perçoit le soutien de Salomé, il apprécie son silence, mais cela ne suffit pas à apaiser totalement ses propres inquiétudes. Il sait qu'il avance sur un terrain instable, que le moindre faux pas pourrait avoir des conséquences importantes, et cette conscience influence sa manière d'agir, de parler, de se positionner. Dans cette dynamique fragile, Noura tente d'apporter une forme de légèreté, une spontanéité qui contraste avec les tensions ambiantes. Son geste, offrir des chaussons d'escalade à Pablo, est sincère, dénué d'arrière-pensée, mais il vient se heurter à une réalité plus complexe, où les émotions ne sont jamais totalement simples. Pendant ce temps, Margot continue de naviguer dans une relation ambiguë avec Atlan. Elle ressent de plus en plus fortement cette dualité entre ce qu'il montre et ce qu'elle perçoit. Il reste attentif, présent, encourageant, mais quelque chose dans son attitude, dans ses silences, dans ses regards, crée une dissonance qu'elle ne peut ignorer. Elle commence à se demander si elle ne se trouve pas, elle aussi, dans une situation qu'elle ne maîtrise pas totalement. Cette idée ne s'impose pas encore clairement, mais elle s'insinue, lentement, comme une intuition qu'elle n'ose pas encore formuler. Dans cet entrelacement de situations, une impression générale se dégage, celle d'un équilibre de plus en plus fragile, d'un système où chaque élément est lié aux autres, et où la moindre variation pourrait provoquer un déséquilibre majeur. Les certitudes s'effritent, les doutes s'accumulent, et la vérité, encore partielle, commence à exercer une pression sur chacun. À ce stade, il devient évident que ce qui se joue dépasse largement les événements du présent. C'est une histoire plus ancienne, plus profonde, qui est en train de remonter à la surface, et avec elle, des choix, des décisions, des relations qui pourraient bien redéfinir l'ensemble des équilibres. Et dans ce mouvement progressif, une question persiste, lancinante, impossible à ignorer. Jusqu'où cette vérité est-elle prête à aller une fois qu'elle aura été entièrement révélée? À mesure que l'étau se resserre autour des vérités enfouies, chaque personnage semble avancer avec une prudence accrue, comme si tous pressentaient que le moindre faux pas pourrait déclencher une chute irréversible. Rien n'est encore totalement révélé, mais une tension presque insoutenable s'installe, alimentée par les silences, les regards fuyants et les souvenirs qui prennent une consistance nouvelle. Chez Baker, cette tension se transforme progressivement en une forme de lucidité douloureuse. Il ne peut plus se contenter de douter ou de supposer, il commence à accepter l'idée que certaines choses ont pu lui échapper, que certaines vérités ont été volontairement dissimulées ou simplement ignorées parce qu'elles étaient trop difficiles à affronter. Cette prise de conscience agit sur lui comme un poids supplémentaire, une responsabilité qu'il ne peut plus éluder.
Il repense à Claudine, à leur histoire, à ce qu'ils ont partagé et à ce qu'ils ont choisi de ne pas voir. Ce qui le trouble le plus, ce n'est pas seulement l'éventualité d'une relation entre elle et Atlan, mais la possibilité qu'il ait été, d'une certaine manière, maintenu à l'écart d'une réalité qui le concernait directement. Cette idée, encore fragile, commence à s'imposer avec une force croissante. Face à lui, Sabine continue de porter ce souvenir qui a tout déclenché, mais son regard a changé. Il n'est plus seulement habité par la curiosité ou l'inquiétude, il est traversé par une forme de détermination. Elle ne veut plus simplement comprendre, elle veut savoir. Elle sent que ce qu'elle a vécu adolescente n'était pas anodin, et cette intuition devient de plus en plus difficile à ignorer. Elle se met à questionner les détails avec plus de précision, à chercher les incohérences, à revisiter mentalement chaque moment, chaque parole. Ce travail intérieur est éprouvant, mais il lui donne aussi une forme de clarté. Elle commence à voir des liens là où elle ne voyait auparavant que des situations isolées, et cette nouvelle lecture du passé la rapproche dangereusement d'une vérité qu'elle n'est pas certaine d'être prête à accepter. Dans le même temps, Claudine se retrouve dans une position de plus en plus inconfortable. Elle sent que les questions se rapprochent, que les regards changent, que la marge de manœuvre dont elle disposait jusqu'ici se réduit progressivement. Elle a toujours su garder le contrôle, maîtriser les situations complexes, mais cette fois, la pression est différente, plus diffuse, plus insidieuse. Ce qui la perturbe le plus, c'est l'impossibilité de prévoir précisément ce qui va émerger. Les souvenirs de Sabine, les interrogations de Becker, les analyses de Cécile, tout cela crée un environnement imprévisible, où chaque élément peut devenir déterminant. Elle tente de rester lucide, de ne pas céder à la panique, mais une part d'elle sait que certaines vérités, une fois mises au jour, ne pourront plus être contenues. Dans ce contexte, la confrontation prévue entre Jérémy et le témoin prend une importance encore plus grande. Ce moment, qui devait être une simple étape dans une procédure, devient un point de convergence pour toutes les tensions accumulées. Chacun en perçoit l'importance, même sans en connaître tous les enjeux. Jérémy, enfermé dans sa cellule, ressent cette pression avec une intensité particulière. Le temps semble s'étirer, chaque heure devenant plus lourde que la précédente. Il tente de se préparer mentalement, de se convaincre qu'il pourra affronter cette épreuve, mais ses pensées reviennent sans cesse aux mêmes questions. Que va dire le témoin? Que sait-il réellement? Et surtout, que pourrait-il révéler sans qu'il puisse le contrôler? Cette incertitude le fragilise. Il n'est plus dans une posture de défense claire, il oscille entre la volonté de se battre et la peur de découvrir une vérité qui pourrait lui être défavorable. Cette oscillation se traduit dans son comportement, dans ses silences, dans la manière dont il réagit aux paroles de Claudine lorsqu'elle vient le voir. Claudine, en le confrontant à cette réalité, tente de maintenir une ligne de conduite ferme. Elle lui parle de stratégie, de cohérence, de nécessité de rester solide face à l'adversité. Mais elle sent que quelque chose lui échappe, que Jérémy n'est plus totalement réceptif, qu'il est en train de basculer vers une forme de doute qui pourrait compromettre tout ce qu'elle a tenté de construire. À l'extérieur, les tensions émotionnelles continuent de se développer de manière plus discrète, mais tout aussi significative. Salomé, toujours prise entre son silence et la vérité qu'elle porte, ressent de plus en plus le poids de cette dualité. Elle fait des efforts pour rester naturelle, pour ne pas laisser transparaître son trouble, mais cette dissimulation constante devient de plus en plus difficile à maintenir. Elle observe Pablo avec une attention particulière, cherchant à comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il cache, ce qu'il redoute. Elle veut le protéger, mais elle sait aussi que ce qu'elle protège pourrait, à terme, se retourner contre eux. Cette contradiction crée en elle une tension permanente, une fatigue émotionnelle qu'elle ne peut partager avec personne. Pablo, de son côté, est conscient de cette fragilité, même s'il n'en saisit pas toutes les implications. Il ressent le soutien de Salomé, il s'y accroche, mais cela ne suffit pas à dissiper ses propres inquiétudes. Il sait qu'il avance sur un fil, que son secret pourrait tout remettre en question, et cette conscience influence chacune de ses décisions. Dans cette dynamique fragile, Noura continue d'agir avec spontanéité, apportant une énergie différente, presque naïve dans un contexte aussi chargé. Son envie de partager, de créer des moments simples, contraste avec la complexité des situations autour d'elle. Mais même cette légèreté se heurte à la réalité des tensions existantes. Pendant ce temps, Margot poursuit son chemin dans une relation qui devient de plus en plus ambiguë. Elle ressent toujours cette reconnaissance, cette valorisation que lui apporte Atlan, mais elle ne peut ignorer les signaux contradictoires qui se multiplient. Chaque geste, chaque parole semble avoir une double lecture, et cette ambiguïté commence à peser sur elle. Elle se surprend à observer Atlan différemment, à chercher dans ses attitudes des indices, des incohérences, des éléments qui pourraient confirmer ou infirmer ses doutes.
Ce regard nouveau marque une évolution importante, un passage de la confiance à une forme de vigilance qui pourrait, à terme, tout changer. Dans cet ensemble de tensions, une impression se renforce progressivement, celle d'un moment charnière qui approche. Les éléments sont en place, les positions sont définies, les interrogations sont formulées. Il ne manque plus qu'un déclencheur, un événement capable de faire basculer l'équilibre fragile dans lequel tout s'évolue. Et ce déclencheur, tous le pressentent sans oser le nommer, la confrontation à venir, ce face-à-face qui pourrait révéler ce que chacun redoute ou espère en secret. À cet instant, plus personne ne peut reculer, et la vérité, quelle qu'elle soit, semble prête à s'imposer. À ce moment précis, tout converge vers un point de rupture silencieux, presque imperceptible à l'extérieur, mais d'une intensité extrême pour ceux qui en ressentent les vibrations. Rien n'a encore explosé, pourtant chacun agit comme si l'instant décisif était déjà là, suspendu dans l'air, prêt à basculer d'un côté ou de l'autre selon un détail, une parole, un regard de trop. Chez Baker, la tension a atteint un niveau où le silence lui-même devient une forme de pression. Il ne parle plus autant, mais ses pensées ne s'arrêtent jamais. Chaque élément accumulé, chaque souvenir évoqué par Sabine, chaque zone d'ombre autour de Claudine et d'Atlan s'assemble désormais en une construction fragile mais cohérente. Il commence à comprendre que ce qu'il cherche n'est pas seulement la vérité sur une accusation récente, mais la vérité sur une période entière de sa vie. Ce basculement intérieur est profond. Il ne s'agit plus seulement de défendre son honneur ou sa carrière, mais de faire face à une réalité personnelle qui pourrait remettre en question des années de certitude. Il se demande s'il a réellement connu Claudine, s'il a su voir ce qu'elle vivait, ce qu'elle faisait, ou s'il a simplement choisi de ne pas regarder certaines choses pour préserver un équilibre qui, aujourd'hui, n'existe plus. Face à lui, Sabine ressent ce changement, même s'il n'est pas formulé. Elle voit dans l'attitude de son père une forme de gravité nouvelle, une prise de conscience qui dépasse le simple cadre de l'affaire en cours. Et cela renforce encore son propre besoin de comprendre, de ne plus rester dans l'ombre des non-dits. Son souvenir d'Atlan n'est plus un simple élément du passé, c'est devenu une clé. Elle le ressent instinctivement, sans pouvoir encore expliquer pourquoi. Elle revoit cette scène encore et encore, chaque détail prenant une importance nouvelle, chaque nuance devenant potentiellement révélatrice. Et dans cette répétition, une impression s'impose peu à peu. Ce moment n'était pas anodin, il était peut-être préparé, pensé, inscrit dans une logique qui lui échappait totalement à l'époque. Dans le même temps, Claudine se retrouve face à une réalité qu'elle ne peut plus ignorer. Ce qui relevait autrefois du passé, du non-dit, du secret maîtrisé, commence à lui échapper. Elle sent que les éléments se rapprochent, que les questions deviennent plus précises, plus ciblées, et que le cercle autour d'elle se resserre lentement. Elle tente de garder une posture solide, de ne rien laisser paraître, mais à l'intérieur, la tension est palpable. Elle repense à Atlan, à leur relation, à ce qu'ils ont partagé, aux décisions prises dans des contextes où les enjeux dépassaient largement les apparences. Et pour la première fois depuis longtemps, elle envisage la possibilité que tout cela puisse être révélé. Cette perspective la déstabilise plus qu'elle ne veut l'admettre. Non pas parce qu'elle ne pourrait pas affronter la vérité, mais parce qu'elle sait que cette vérité ne serait pas neutre, qu'elle aurait des conséquences, qu'elle toucherait des personnes qu'elle n'a jamais voulu impliquer. Pendant ce temps, la confrontation entre Jérémie et le témoin approche inexorablement, comme une échéance que rien ne peut repousser. Dans la prison, Jérémie ressent cette proximité avec une intensité presque physique. Le temps semble s'accélérer et ralentir à la fois, chaque instant étant à la fois trop court et trop long. Il tente de se préparer, de structurer ses pensées, mais une part de lui reste envahie par l'incertitude. Il ne sait pas exactement ce qu'il attend, ni dans quelle mesure il pourra contrôler la situation. Cette absence de maîtrise le fragilise profondément, et même s'il s'efforce de rester concentré, le doute s'installe, insidieux, difficile à chasser. Claudine, en le voyant ainsi, comprend que tout repose désormais sur un équilibre extrêmement fragile. Elle lui parle encore de stratégie, de résistance, mais elle sait que ces mots ne suffisent plus totalement. Il y a trop d'inconnus, trop de variables qu'elle ne contrôle pas, et cela crée une tension qu'elle ne peut plus ignorer. À l'extérieur, les tensions émotionnelles continuent d'évoluer dans des directions parallèles, mais liées par cette même sensation d'instabilité. Salomé, toujours prise dans son silence, ressent de plus en plus le poids de ce qu'elle cache. Elle a choisi de protéger, de ne pas révéler, mais ce choix devient chaque jour plus difficile à porter. Elle observe Pablo avec une attention constante, cherchant à anticiper ses réactions, à comprendre ses peurs. Elle veut l'aider, le soutenir, mais elle sait aussi que ce qu'elle protège pourrait un jour se retourner contre eux. Cette contradiction la ronge, lentement, sans qu'elle puisse trouver une issue claire. Pablo, de son côté,
ressent cette tension sans en connaître toutes les causes. Il sait que quelque chose ne va pas, que l'équilibre est fragile, mais il ne parvient pas à identifier précisément ce qui menace. Cette incertitude alimente ses propres peurs, renforçant le sentiment qu'il avance sur un terrain instable. Dans ce contexte, Noura continue d'apporter une forme de spontanéité, mais même cette légèreté commence à être teintée par l'atmosphère générale. Elle ne comprend pas tout, mais elle ressent que quelque chose change, que les relations évoluent, que les regards se modifient. Et même si elle tente de garder une attitude positive, elle ne peut ignorer cette transformation. Margot, quant à elle, se trouve à un point charnière dans sa relation avec Atlan. Elle ne peut plus se contenter de recevoir ce qu'il lui offre sans se poser de questions. Elle commence à analyser, à observer, à chercher des réponses là où auparavant elle acceptait simplement ce qui lui était donné. Cette évolution marque un tournant. Elle n'est plus dans une position passive, elle devient actrice de sa propre compréhension. Et même si elle n'a pas encore toutes les réponses, elle sent que quelque chose ne correspond pas, que derrière l'apparence se cache une réalité plus complexe. Dans cet entrelacement de tensions, de doutes et de révélations partielles, une certitude s'impose progressivement. Rien ne pourra rester caché indéfiniment. Les éléments sont en place, les liens commencent à apparaître, et la vérité, quelle qu'elle soit, semble prête à émerger. Ce qui n'était au départ qu'une simple accusation devient désormais le point d'entrée d'une histoire bien plus vaste, où le passé et le présent se rejoignent pour révéler une réalité que personne n'avait anticipée dans toute son ampleur. Et alors que chacun avance, conscient ou non de cette évolution, une question reste suspendue, lourde de conséquences. Lorsque tout sera enfin révélé, qui pourra réellement en sortir indemne ?